bien sûr, la politique allemande est à la une en ce début de semaine au lendemain de ces élections générales. Et Fabrizio Pagani est à nos côtés en plateau, le responsable monde de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinich. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je le redis, sans refaire tout votre parcours, mais voilà, observateur de longue date. Vous êtes très familier de la politique européenne. Vous avez servi différentes formations gouvernementales en Italie, notamment auprès d'institutions comme l'OCDE. Quels sont pour vous les premiers enseignements de ces élections générales en Allemagne? Est-ce que l'Allemagne est en train de changer de régime politique, Fabrizio? Ah non, je dirais non. Je vois les élections et les résultats d'hier soir vraiment dans les parcours de Madame Merkel. Soit les candidats des social-démocrates, Olaf Scholz, et les ministres des Finances de Merkel, et a partagé toutes les plus importantes décisions économiques des dernières 4 années. Soit c'est Armin Laschet, le candidat de la CDU, qui est du parti Merkel. Alors vraiment, on est dans la continuité. Bien sûr, dans la continuité, il y aura après des moments de décision qui devront être prises dans les prochains mois et dans les prochaines années, dans lesquels les personnalités et la coalition, parce que ça c'est les points clés, la coalition qui va se former dans les prochaines semaines ou mois vont être décisifs. Une des grandes observations qu'on peut faire, c'est quand même l'idée qu'on va avoir sans doute une coalition tripartite, ce qui tranche un petit peu avec les 16 années de mandat d'Angela Merkel, qui ont souvent été dominées par la fameuse grande coalition entre le CDU-CSU et le SPD. Là, il va falloir sans doute intégrer un ou deux autres partis à cette coalition. La grande coalition n'est pas tout à fait exclue parce que elle est majoritaire. Elle est majoritaire. Elle pourrait retourner, mais quand même, elle semble pas très probable parce qu'effectivement, les choses plus probables, ça serait une coalition à 3, soit avec l'SPD à la tête, soit avec la CDU à la tête. Dans ces cas-là, la dynamique est bien sûr un peu plus compliquée parce qu'à 3, c'est plus difficile de trouver un accord, et surtout parce que les deux partis qui sont un peu les faiseurs rois, les faiseurs de rois, les Verts et les libéraux ont des programmes qui sont très différents quand même, surtout sur la politique économique. C'est-à-dire, d'un côté, on a un parti qui veut une politique expansionnaire, les Verts, et surtout une grande attention aux investissements verts et des décarbonisations en Allemagne et en Europe, et de l'autre côté, on a un parti qui est plutôt conservateur du point de vue fiscal, surtout avec un leader comme Lindner, qui a plusieurs fois dit qu'il faut retourner à des règles très rigides, orthodoxes, au niveau européen et aussi au niveau national, avec les principes constitutionnels de ce qu'on appelle Schwarz-Null, c'est-à-dire le budget équilibré. Donc c'est intéressant parce que pour chaque coalition potentielle, soit emmenée par le SPD, soit emmenée par la CDU, il y a des points de blocage à lever. Compliqué pour les Verts d'être dans une coalition emmenée par la CDU-CSU. Compliqué pour les libéraux du FDP d'être dans une coalition emmenée par le SPD avec les Verts. C'est ça. Et compliqué pour les Verts et les libéraux d'être ensemble au sein d'une même mais coalition. ça sera les grands sujets des prochaines semaines et des prochains mois. Et donc forcément, ça veut dire, Fabrizio, mais on en a l'habitude, la négociation d'une coalition va prendre beaucoup de temps. C'est peut-être là aussi c'est très probable. Est-ce que c'est grave ou pas ? C'est pas grave parce qu'à la fin, à la chancellerie, il y aura Madame Merkel. Certains disent même peut-être jusqu'en début encore de l'année 2022. Exactement. Le 1er janvier 2022. Alors nous serons dans la continuité de la politique allemande. Mais c'est vrai que du point de vue européen, il y a beaucoup de décisions à prendre, et si ces négociations, s'il n'y a pas encore un vrai gouvernement en Allemagne, et on commence à s'approcher aux élections françaises, beaucoup de décisions clés devront être décalées encore une fois vers l'été. Et ça, bien sûr, peut engendrer un peu de retard, un peu gênant, je dirais. Comme vous savez, il y a deux grands jeux au niveau de la politique fiscale européenne. Les pactes de stabilité et croissance qui doit être réétabli
et on va voir si et comment réviser. Et l'autre, un peu plus long terme, ce que faire avec le Recovery Fund, les plans de relance. Ces deux enjeux sont vraiment des enjeux majeurs parce que la direction n'est pas encore prise. On est vraiment en une bifurcation. Si une décision est prise d'aller vers une communautarisation de tout ça, on pourrait vraiment arriver à un certain moment à une union fiscale européenne. S'il faut aller vite quand même dans le processus de décision européen, notamment pour définir ce que sera demain le pacte de stabilité et de croissance, Fabrizio, est-ce qu'il faut entre guillemets, laisser la main aux politiques? C'est-à-dire, le temps politique en Europe, de ce point de vue-là, peut être très très long. La pandémie a accéléré les choses et on est arrivé à effectivement une forme de budget commun, en tout cas un embryon de budget commun, ce qu'on aurait pu attendre des années encore, peut-être sans la pandémie. Et quelles sont les autres options s'il faut justement aller vite sur ce terrain-là, ne serait-ce que pour donner un peu de visibilité aux États et aux agents économiques sur l'année 2023? Il y a quelqu'un qui dit qu'une possible solution pourrait être une sorte d'interprétation de la Commission des règles existantes. Parce que la Commission, bien sûr, n'a pas les pouvoirs de changer les règles. Pour changer les règles du pacte de stabilité, il faut avoir l'accord des pays. Mais la Commission pourrait sortir une note, des documents qui interprètent, comme elle a déjà fait sur la fameuse flexibilité, qui interprète, par exemple, dans le sens des investissements verts, pour les favoriser, les règles. Bien sûr, ça serait peut-être une démarche utile et rapide. Elle ne serait pas suffisante pour ceux qui disent qu'il faut tout changer, changer même l'approche, la philosophie des règles européennes, passer des règles aux principes, comme dit Blanchard, Pisani-Ferry, les grands économistes, surtout les grands économistes français. Merci pour eux. Non, mais ça veut dire que ce serait quand même une manière efficace de créer peut-être un compromis en attendant le politique. Oui, les risques que si on a cette démarche et on attend et on arrive à satisfaire les besoins immédiats, la décision sur les règles va être reportée peut-être sine die, vous voyez, à très long terme. Ouais. Ouais. Et l'idée d'une interprétation de la Commission européenne des règles budgétaires, comme vous dites, Fabrizio, quel serait l'objectif? Sortir notamment de la comptabilité des ratios d'endettement, de déficit, une partie des investissements dédiés à la transition énergétique. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'entendre au niveau de la Commission européenne? Je ne sais pas si on peut arriver jusqu'à ça, mais je peux dire qu'il y a un consensus, et un consensus montant qui est à ce moment déjà plutôt large entre les pays, avec la Commission et aussi un peu dans les opinions publiques, surtout dans l'opinion publique allemande, comme on a vu dans la campagne électorale, effectivement, pour favoriser d'une façon ou d'une autre les investissements pour la décarbonisation et pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés sur la décarbonisation et sur la sustainabilité. Alors, comment faire ça? Il y a plusieurs façons techniques, mais en tout cas, les principes est de décompter, de ne pas compter dans les déficits et dans la dette, les investissements nationaux pour la décarbonisation. Vous savez qu'on dit qu'il nous faut 2% chaque année du PIB d'investissement dans la transition. Ouais. Et moitié de cet investissement doit venir du public, parce que les privés peuvent faire beaucoup, mais ne peuvent pas tout faire. Et 1% du PIB, c'est beaucoup, et c'est pour ça qu'on pourrait alléger de la dette du point de vue comptable et les déficits des règles de ce 1%.
Ouais. Bon, à suivre, ce sera un des grands débats européens, effectivement, des affaires européennes sur l'année 2022. Je reviens juste pour finir, Fabrizio, aux enseignements du scrutin allemand. Alors, le SPD monte, la CDU recule, les libéraux du FDP montent, les Verts montent également par rapport aux élections précédentes de 2017, même s'ils ont été dans les intentions de vote beaucoup plus haut que là où ils arrivent dans les urnes. Qu'est-ce que ces dynamiques nous disent de la manière dont l'Allemagne est prête ou non à affronter les grands défis économiques auxquels elle fait face? Je pense, alors, la transition énergétique en est un, mais je pense également peut-être au risque, alors qui est un risque aujourd'hui de déglobalisation, parce qu'on reste quand même dans une économie très globalisée. On le voit à travers les ruptures de chaînes d'approvisionnement qui perturbent l'ensemble de l'économie mondiale aujourd'hui. Mais pour une économie aussi mercantile que l'Allemagne, c'est quand même un risque important. Est-ce que l'Allemagne peut changer son modèle économique là, dans les prochaines années, à la faveur d'un nouveau régime politique? Oui, en dernière considération sur les scrutins, les deux ailes extrêmes de la droite et de la gauche ont perdu. Oui. Moins de 15%. Oui, exactement, et ont perdu vis-à-vis les scrutins précédents. Alors, ça veut dire qu'effectivement, les tracés de Merkel est très fort. Dans ce sens, c'est pas un pays qui est en crise, mais c'est un pays qui a besoin de réformes et d'investissements. Et je pense que avec des nuances différentes et des intonations différentes, tous les partis qui résultent gagnants des élections l'ont dit et l'ont dit très clairement pendant la campagne électorale, et la population les suit sur les investissements verts, comme je disais, mais aussi sur la digitalisation. Et ça, c'est aussi le sujet, et ça fait la partie la plus importante du plan de relance allemand qui a été présenté à la Commission européenne, qui va être mise en place dans les prochains mois et années. 2022, je ne sais pas, Olaf Scholz, Mario Draghi en Italie, allez, partons de l'hypothèse que Emmanuel Macron rempile pour un mandat. C'est un peu de politique fiction, mais je ne sais pas, c'est quoi? C'est un triumvirat européen qui fonctionne, ces trois personnalités européennes qui peuvent fonctionner ensemble, qui peuvent être productives sur le plan européen, Fabrizio? Moi, je pense qu'il se connaît très bien. Bien sûr, Draghi a travaillé dans les derniers mois avec Macron d'une façon très étroite. On parle même d'un axe Rome-Paris. Scholz connaît très bien la situation italienne. Il a une très bonne relation avec les ministres des Finances italiens. Moi, je pense que c'est un triangle sur lequel on peut construire les nouvelles règles de l'Europe et aller encore vers une nouvelle étape, pas la dernière, mais une nouvelle étape de la construction européenne. Step by step, l'Europe, toujours. Toujours. Merci beaucoup, Fabrizio. Merci pour vos remarques du jour au lendemain de ces élections générales en Allemagne. Fabrizio Pagani, responsable monde de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinich, qui était avec nous dans cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.